Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, je vous propose une review de décisions de justice. On va varier les plaisirs avec des décisions de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Bref, je vous fais la totale juridiquement, bien sûr. Alors, on ouvre le bal avec ce que vous attendez tous, bande de filous. Du cul, oui, je sais que vous aimez ça, et en particulier de la sextape. Après, pour certaines raisons, je ne vais pas vous montrer d'illustrations très explicites. Si vous voulez approfondir le sujet et que vous êtes majeur, je vous laisse gérer avec Google. Concernant l'affaire, on a menacé une personnalité médiatique de divulguer sa sextape. Vous devinez la suite, cette personne décide de porter plainte pour tentative de chantage. Ensuite, pour découvrir l'identité des auteurs de l'infraction, le procureur de la République autorise un officier de police judiciaire à se faire passer pour un représentant de la victime, afin de soutirer des informations auprès d'un suspect. Malheureusement, l'affaire est allée jusque devant la Cour de cassation, car le suspect estime que les autorités ont violé l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve. Selon cette personne, les autorités n'avaient pas le droit d'user d'un tel stratagème pour recueillir la preuve de sa culpabilité. Dès lors, la Cour de cassation se demande si pour obtenir une preuve, un tel stratagème est autorisé et sous quelles conditions. Alors la Cour de cassation commence par dire que toute méthode d'investigation qui contribuerait à provoquer la commission d'une infraction est interdite. Toutefois, le recours par les autorités publiques à un stratagème pour constater une infraction ou identifier ses auteurs ne viole pas le principe de loyauté de la preuve. Pour violer ce principe, il faut que le stratagème ait pour objet ou effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. En l'espèce, le stratagème n'a pas porté une atteinte aux droits essentiels ou garanties fondamentales de la personne soupçonnée. Par conséquent, la victime a gagné la bataille et les autorités publiques ont apporté la preuve en toute légalité. Allez, next. Ça parle de sexe! Pour la deuxième affaire, on part sur un arrêt du Conseil d'État. Mais pour comprendre ce qu'il en est, je dois vous expliquer d'abord ce que sont les travaux publics et les ouvrages publics, car le procès concerne une commune qui n'a pas entretenu une route et qui refuse de réparer les dommages engendrés par son inaction. Du coup, ce qu'on entend par travaux publics, ce sont des travaux réalisés sur un immeuble pour une personne publique dans un but d'utilité générale, ou pour une personne privée dans le cadre d'un service public. Par exemple, entretenir un arbre qui appartient à la commune ou une administration qui reconstruit des immeubles privés détruits lors de la Seconde Guerre mondiale. Quant à l'ouvrage public, c'est un immeuble aménagé spécifiquement et affecté à un intérêt général ou à un service public. Par exemple, un barrage qui est affecté au service public de l'énergie. Dans notre cas, la route est un ouvrage public. C'est un immeuble affecté au service public de la voirie. Bon, après avoir posé les bases, on peut voir que le Conseil d'État se pose la question suivante. Si l'administration n'agit pas et laisse perdurer un dommage causé par des travaux publics ou un ouvrage public, le juge peut-il enjoindre à l'administration de faire cesser ce dommage? Si vous préférez, est-ce que le juge peut contraindre la commune à réparer la route pour faire cesser les dommages subis par les riverains? À cela, le Conseil d'État nous répond que oui, c'est possible, si le dommage perdure jusqu'au jour où le juge statue, et si la commune a commis une faute en s'abstenant d'entretenir la route. Et pour caractériser cette faute, le juge doit vérifier si la persistance du dommage découle d'une exécution défectueuse des travaux ou d'un défaut ou d'un fonctionnement anormal de l'ouvrage public. Dans notre affaire, il y a eu un défaut dans l'ouvrage public, la route était mal entretenue. Ensuite, le juge pourra caractériser cette faute si l'inaction de la commune n'est pas justifiée par un droit des tiers ou par un motif d'intérêt général ou par le coût manifestement disproportionné des travaux d'entretien par rapport au préjudice subi par la victime. Par droit des tiers, j'entends par là le droit de propriété des riverains. Par motif d'intérêt général, j'entends par là préserver la sécurité, la santé, l'environnement, etc. Après, si dans son analyse, le juge constate que l'administration n'a commis aucune faute,
et que son inaction est justifiée, il ne pourra pas enjoindre à l'administration de faire cesser le dommage. Au contraire, le juge laissera à l'administration le choix de soit verser une indemnité à la victime, soit de faire cesser le dommage. Et si le Conseil d'État rappelle toutes ces règles, c'est parce que les premiers juges ont oublié de vérifier si la commune avait commis une faute en s'abstenant d'entretenir la route. Bref, le Conseil d'État passe un savon aux premiers juges et leur demande de vérifier ce point et de rejuger l'affaire. Bon, après, le Conseil d'État nous pose une dernière règle au passage. Il affirme que si la victime a demandé à l'administration de faire cesser le dommage et que l'administration refuse de s'exécuter, cette décision de l'administration lie le contentieux. Ça veut dire que grâce à cette décision, la victime pourra saisir en toute légalité le juge. En effet, si la victime n'obtient pas cette décision de l'administration avant que le juge ne se prononce sur l'affaire, la victime perdra son procès. Autre précision du Conseil d'État, si la victime demande au juge d'annuler cette décision de l'administration et à ce qu'il enjoigne à cette dernière de faire cesser le dommage, le juge devra déterminer les modalités de cette réparation. Et là vous vous dites, putain, toutes ces règles juste pour une route mal entretenue. Ah, c'est la magie du droit les juristes, il va falloir s'y habituer. Allez, on enchaîne. Regarde ça, c'est comme en vrai. Il y en a qu'un qui bosse et trois qui branlent rien, comme en vrai. Pour notre troisième affaire, on va parler de la Cour européenne des droits de l'homme et de droits de l'étranger. Oui, encore, je sais que je vous bassine avec ça depuis plusieurs vidéos, mais que voulez-vous, c'est pas ma faute s'il y a des affaires importantes dans le domaine. En fait, des ressortissants du Bangladesh, qu'on appelle Bengali, ont traversé la Hongrie pour rejoindre la Serbie. Malheureusement, ils ont été interceptés puis placés en zone de transit, un espace dans lequel ils sont maintenus le temps que les autorités hongroises analysent leur demande d'asile. Vous devinez la suite, les Bengalis ont fait l'objet d'une expulsion. Face à cette situation, la Cour européenne des droits de l'homme se pose deux questions. Premièrement, l'expulsion et le maintien en zone de transit des Bengalis constituent-ils des mauvais traitements? Deuxièmement, le maintien des Bengalis dans la zone de transit est-il constitutif d'une privation de liberté? Pour répondre à la première question, la Cour vérifie si les autorités hongroises ont apprécié les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Serbie, leur possibilité d'accéder à une procédure d'asile effective dans ce même pays et le risque d'expulsion vers la Grèce. Parce que ouais, en Grèce, c'est pas la joie dans les camps de réfugiés. Il y a des mauvais traitements à l'égard des étrangers. Dans son analyse, la Cour constate que le gouvernement hongrois n'a pas prouvé que ses autorités avaient apprécié le risque pour les Bengalis de ne pas bénéficier d'un accès effectif à la procédure d'asile et le risque d'expulsion vers la Grèce. De plus, les autorités hongroises ont accru le risque auquel les Bengalis étaient exposés lorsqu'elles les ont incités à retourner en Serbie illégalement, sans avoir obtenu des garanties de la part des autorités serbes. À ce stade, la Cour conclut que la Hongrie a fait subir des mauvais traitements à l'égard des Bengalis. En revanche, la Cour estime que le maintien des Bengalis en zone de transit ne constitue pas de mauvais traitements, en raison de la durée du séjour des demandeurs d'asile et des contacts potentiels qu'ils ont pu avoir avec d'autres demandeurs d'asile, des représentants de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, des ONG et un avocat. Sur la deuxième question, concernant la privation de liberté, la Cour tient compte de la situation personnelle des victimes et leurs choix opérés, le droit qui leur a été appliqué et son objectif, la durée de leur maintien et la protection dont elles ont bénéficié, et la nature et le degré des restrictions. En l'espèce, la Cour considère qu'en s'appuyant sur ces critères, les Bengalis n'ont pas été privés de leur liberté, et ils avaient la possibilité de retourner dans le pays d'où ils venaient, sans que leur santé ou leur vie ne soit exposée à un danger direct. Enfin, même si les autorités ont commis des mauvais traitements dans le cadre de leur expulsion, il n'est pas possible de considérer qu'il y a eu privation de liberté. Bon, au moins, il y a une condamnation pour mauvais traitement, c'est déjà ça. Matt Goodenough. Ah, finissons en beauté avec un procès devant la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, tout commence avec une directive qui harmonise les règles de détention et d'acquisition des armes à feu. Cependant, à la suite de certains actes terroristes en 2017, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté une nouvelle directive pour introduire des règles plus strictes concernant les armes les plus dangereuses, tout en facilitant la libre circulation d'autres armes. Après coup, la République tchèque a introduit un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne pour annuler cette nouvelle directive. Un premier argument,
c'est la violation du principe d'attribution. L'idée que les institutions de l'Union européenne ne seraient pas compétentes pour modifier la réglementation des armes à feu. Sur ce point, la Cour rappelle que les institutions de l'UE peuvent modifier une directive qui a harmonisé le droit des États membres si c'est pour protéger des intérêts généraux, comme lutter contre le terrorisme international et la criminalité grave. La Cour reconnaît ensuite que les institutions ont une marge d'appréciation lorsqu'elles modifient une directive. Toutefois, pour s'assurer que les institutions n'excèdent pas leur marge d'appréciation en modifiant cette directive, la Cour va comparer l'objectif et le contenu de l'ancienne et de la nouvelle directive. Au terme de cette comparaison, la Cour a constaté que la nouvelle directive se borne à ajuster un équilibre établi par l'ancienne directive entre liberté de circulation des armes et sécurité. Dans ces conditions, la Cour a jugé que les institutions n'avaient pas excédé leur marge d'appréciation en ayant adopté cette nouvelle directive. En ce qui concerne le deuxième argument sur le principe de proportionnalité, la Cour rappelle qu'en vertu de ce principe, la nouvelle directive doit poursuivre des objectifs légitimes sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre. Ici, la nouvelle directive a pour objectif d'assurer la sécurité publique des citoyens de l'Union européenne et de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des armes. Pour vérifier si ce principe a été respecté, la Cour vérifie si les institutions de l'Union européenne devaient produire une analyse d'impact de la nouvelle directive. Sur ce point, la Cour estime que l'analyse d'impact est importante dans le processus d'adoption d'une directive. Néanmoins, la Cour considère que l'analyse d'impact n'est pas obligatoire en cas de situation particulière et s'il y a suffisamment d'éléments pour apprécier la proportionnalité des mesures envisagées par la nouvelle directive. En poursuivant son analyse, la Cour remarque qu'il y avait de nombreuses analyses et recommandations et qu'au vu de ces documents, les mesures de la nouvelle directive n'apparaissent pas manifestement inappropriées par rapport aux objectifs poursuivis. Par conséquent, la Cour considère qu'il n'y avait pas de violation du principe de proportionnalité. Traduction, la République tchèque perd son procès, elle repart la queue entre les jambes dès que de ne pas avoir fait annuler cette nouvelle directive. Pile dans l'anus. Allez, on en a terminé les juristes, vous pouvez vous applaudir, c'est mérité. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces affaires en commentaire, et si ça vous a plu, mettez un like, partagez la vidéo, abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifs. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee et Utip en visionnant des pubs, en faisant des dons, et merci d'avance. Après, retrouvez-moi sur le Discord Vulgadroit et 404 les tendances perdues pour découvrir d'autres vidéastes. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus, les juristes.